les organisateurs HAS pour l'invitation et donc de m'avoir conviée, comme à l'accoutumée, pour présenter à leur congrès. On va discuter d'une thématique de diabétologie dans le, on va dire, non, ça marche mieux. Donc c'est pas la peine. Les gens derrière qui se mettent en scène. Ouais. Parfait. J'ai une voix qui sort. Donc du coup, on va parler des nouveaux protocoles thérapeutiques dans le diabète et on va pouvoir discuter des nouveautés dans le diabète de type 1 et dans le diabète de type 2. Alors dans la prise en charge du diabète de type 2, aujourd'hui, nous avons énormément de challenges. Chez nos patients qu'on voit tous les jours en consultation, il y a énormément de choses à prendre en considération. La première chose, d'abord, c'est que le diabète de type 2 est une maladie, on a encore un retard au diagnostic. Donc le premier message, c'est qu'il faut dépister tôt le diabète de type 2. Il faut essayer même de dépister le pré-diabète pour éviter justement que nos patients deviennent diabétiques. Donc la première chose, c'est qu'on est encore sur du retard de diagnostic. Dépister tôt, c'est important. Vous avez la chance de voir des patients pour tout venant qui viennent pour tout et n'importe quoi. Et donc, ils peuvent avoir justement du prédiabète. Quand vous faites des bilans, il faut demander l'hémoglobine glyquée. Et dès que l'hémoglobine glyquée est supérieure à 5,7, il faut dire que le patient a une intolérance aux hydrates de carbone et qu'il faut donc prendre en charge ces patients. Deuxième chose, c'est que la maladie a une progression naturelle. Si on attend, en fait, même quand on fait bien, même quand le patient prend bien en compte son diabète, ses règles hygiéniques, son activité physique, la maladie progresse. Et comme la maladie évolue, forcément, à un moment donné, on est obligé d'intensifier les traitements. Et comme on intensifie, le patient, il faut lui expliquer tout ça dès le début pour qu'il comprenne que ce n'est pas forcément lui, que ce n'est pas parce qu'il a mal fait, c'est vraiment parce que la maladie progresse. Et donc, par cela, il faut lutter contre l'inertie thérapeutique. L'intensification, c'est anticiper, vraiment, pour éviter que le patient arrive à des hémoglobines glyquées supérieures à l'objectif. Tout cela dans le cadre de guidelines assez complexes, puisque nos patients sont des patients polymédicamentés, et donc il faut essayer de prendre en considération le patient dans sa globalité. Et on va voir tout à l'heure dans les guidelines et les nouveaux guidelines de la prise en charge du diabète de type 2, il faut individualiser pour chaque patient. Alors, on va commencer pour voir un petit peu comment on fait la démarche des nouveaux protocoles du diabète de type 2. Emina a 60 ans, elle est fonctionnaire, elle marche tous les jours, moins de 30 minutes. Elle a un BMI à 25, elle est sous metformine 500 qu'elle ne tolère pas plus en fait. Dès qu'on augmente, elle a une intolérance, pas de complications cardio-rénales, elle a une hémoglobine glyquée à 8,5, elle a un DFG à 50. Donc quelle est la conduite à tenir par rapport à Emina? En réalité, quelle est la priorité par rapport à la démarche diagnostique, démarche thérapeutique de son diabète? Est-ce son statut cardiovasculaire? Est-ce sa fonction rénale ou est-ce son déséquilibre glycémique? Statut cardiovasculaire. Déséquilibre glycémique, parce qu'en fait, elle est en prévention primaire, elle n'a pas de complications cardio-rénales, donc c'est son déséquilibre glycémique. Alors, Emina, c'est la même, hein? Elle a 15% maintenant d'hémoglobine glyquée. Ok? Quelle est la priorité chez Emina? Toujours son déséquilibre glycémique. Très bien. Mais, vous l'avez compris, tout à l'heure, elle était à 8,5, maintenant elle est à 15. Donc, il y a un changement de choix thérapeutique. Le protocole à 8,5, ce n'est pas le même à 15%. Donc, l'hémoglobine glyquée de départ va faire forcément en sorte que je vais changer de protocole thérapeutique. Maintenant, on va voir Hamid, à 60 ans. Il est architecte. Il est sédentaire. Il a un rythme de vie irrégulier. Il a un IMC à 26. Il est en prévention secondaire. Et il a une hémoglobine glyquée à 15%. Il a un DFG à 80. Quelle est la priorité chez Hamid? Son statut cardiovasculaire. On est d'accord. Son statut cardiovasculaire. Et donc, chez Hamid, à la différence de la première étiquette et de la deuxième étiquette, il y a un changement de choix thérapeutique. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui va changer en 2023, en fait, dans notre prise en charge, et ce qu'on voit vraiment immerger depuis 2015, c'est que la démarche thérapeutique de nos patients ne va plus être la même. On est obligé d'évaluer le risque cardiovasculaire de nos patients. Il faut évaluer le risque cardiovasculaire. Ensuite, il faut individualiser l'objectif d'hémoglobine glyquée, parce que chaque patient va avoir un objectif particulier. Mais surtout, en fonction de mon hémoglobine glyquée de départ et celle à laquelle je veux arriver, il y a un choix thérapeutique que je vais avoir.
Et cela va être différent en fonction de chaque patient. Donc, il n'y a pas une seule ordonnance pour un diabète. C'est fini, les ordonnances, on n'avait que des metformine et sulfamide, parce qu'on n'avait que ça aujourd'hui. Avec l'émergence des nouveaux traitements, et surtout l'individualisation du traitement, on a forcément des protocoles qui vont être différents en fonction de chaque patient. Et cela, bien sûr, à la lumière des nouvelles recommandations. Ça, c'est les recommandations qui ont été publiées en janvier 2023. Et on va faire un petit point, parce que première chose, c'est que bien sûr, il y a le lifestyle, le management, l'éducation thérapeutique, les règles hygiéno-diététiques, ça c'est sûr, c'est la base du diabète de type 2. Mais regardez, la plaque, elle est divisée en deux et on voit que le cardiovasculaire est en train de prendre de plus en plus de place dans les recommandations. Au début, on n'avait qu'un tiers de la plaque et maintenant, on est de plus en plus sur le cœur du diabète. Et en fait, si le patient est à haut risque cardiovasculaire ou qu'il a des facteurs de risque très importants ou qu'il a fait une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale ou qu'il a fait un infarctus ou un AVC, s'il est en prévention secondaire ou s'il est à très haut risque cardiovasculaire, ben on est obligé de proposer deux traitements qui arrivent en priorité, les inhibiteurs du SGLT2 et les analogues du GLP-1. Pourquoi? Parce que ces deux médicaments ont prouvé leur supériorité cardiovasculaire dans la prévention des complications cardiovasculaires du diabète. Et si on n'a pas on va dire, le haut risque cardiovasculaire ou que le patient n'a pas forcément eu d'événements cardiovasculaires ou rénal, ben à ce moment-là, on a le choix dans les autres thérapeutiques. Et vous allez voir que l'obésité a pris énormément de place dans les recommandations. On doit faire maigrir nos patients pour améliorer le diabète, mais aussi améliorer les complications du diabète. Et après, en fonction de la supériorité de nos agents antidiabétiques, si on veut des médicaments qui sont à très haut pouvoir hypoglycémiant, ben, il faut aller vers les molécules qui ont présenté une baisse d'hémoglobine glyquée importante. L'insuline, par ailleurs, peut être proposée même très tôt dans la prise en charge de nos patients. Et donc, ce qui va changer vraiment, c'est que si le patient a une maladie cardiovasculaire symptomatique ou non, ou maladie rénale, ben, il faut proposer les analogues ou les inhibiteurs indépendamment du taux d'hémoglobine glyquée initial. Indépendamment du taux d'hémoglobine glyquée initial. C'est-à-dire, en d'autres termes, infarctus du myocarde, 6,7 d'hémoglobine glyquée, il faut proposer ces médicaments. Ce n'est pas parce qu'il est déséquilibré, c'est parce que je protège mon cœur et mon rein. Et bien sûr, encore une fois, ne pas oublier, protéger le cœur et le rein bien sûr, mais ne pas oublier l'hémoglobine glyquée non plus. Donc c'est une complémentarité d'action pour que je puisse arriver à un management qui soit safe pour mon patient.